de soutien à l'innovation santé en lien avec les établissements et l'ensemble de l'écosystème, en particulier industriel, grâce à notre collaboration avec Lyon Biopôle. On est acteur d'un certain nombre d'événements, en particulier des hackathons santé. On va le faire notre prochain hackathon là, en janvier prochain à la faculté de médecine Lyon-Sud, fin janvier, donc, qui s'appelle Hacking Health Lyon, HH Lyon. Donc si vous voulez venir participer, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Alors aujourd'hui, on allait parler, mais on va toujours parler d'ailleurs, de nouvelles technologies dans le parcours de soins. Alors, dans le parcours de vie, mais on avait déjà décidé avec nos intervenants de restreindre en fait la thématique au parcours de soins. Je vous dis un petit peu tout ce qu'on allait dire, et puis du coup on a la chance d'avoir donc le professeur Christophe Nicol de l'université de Bourgogne. Alors ça tombe bien parce que le professeur Nicol il a un beau projet et extrêmement complet. Bonjour à vous, et puis on reviendra à vous tout de suite. L'idée, bien sûr, initiale était d'enchaîner en fait toutes les séquences du parcours de vie et de parcours de soins à travers deux présentations d'entreprises, en tout cas deux interventions en table ronde de deux industriels. Le premier qui était, et on ne désespère pas de les avoir, hein, comme vous le savez, la société Cibus qui s'intéresse au final à la première séquence, c'est-à-dire la prévention, le dépistage, le diagnostic avancé des troubles cognitifs chez les enfants, en particulier l'autisme, donc à travers l'intervention de Corinne Aveynès, et puis Dipsen avec Tanguy Perrin, qui s'intéressait, lui, et qui s'intéresse bien sûr toujours à l'intégration, on va dire, de la réalité virtuelle dans la séquence de prise en charge chirurgicale. Donc aujourd'hui, l'utilisation de la réalité virtuelle s'est beaucoup développée, mais je pense que vous pourrez nous en parler aussi dans la séquence santé. Et outre la nécessité de mobiliser cette technologie, je dirais, en complémentarité des médicaments traditionnels et de la gestion de la douleur, la réalité virtuelle permet aujourd'hui de gérer d'une part des séquences entre guillemets d'hypnose, et puis également permet de gérer la douleur en partie. La proposition qui est faite également par Dipsen, c'était de préparer le patient dans sa séquence chirurgicale. Vous savez, on est toujours très inquiet quand on nous dit qu'on va se faire opérer. Et donc, ça rajoute le stress de l'intervention, plus la découverte des lieux, etc., rajoute beaucoup à l'état d'esprit de la personne qui va subir l'intervention. Et tous ces éléments sont extrêmement pertinents pour pouvoir avancer sur ces séquences un peu traumatiques psychologiquement pour le patient. Voilà, donc je connais ces solutions, donc en fonction des questions, on pourra y revenir. Mais du coup, on va consacrer quasiment une conférence. Le professeur Nicol, qui est pas venu du coup pour rien de Dijon, va pouvoir donc nous présenter d'une part ce qu'il fait dans son laboratoire donc d'intelligence artificielle, donc à l'université de Bourgogne, et puis plus particulièrement un projet qui fait figure aujourd'hui de projet innovant, on va dire, pour la dernière séquence du parcours de vie, qui est la réhabilitation-réadaptation, rééducation. Il emploiera le terme qu'il veut, mais en tout cas, pour encore avoir eu ce matin quelqu'un de l'université Lyon 1, on parle de la réalité virtuelle, on parle aussi d'autres technologies sans doute extrêmement pertinentes pour pouvoir assurer toutes ces étapes de réhabilitation qui commencent, on va dire, juste après un accident traumatique médical et qui va jusqu'au domicile du patient, puisque vous savez bien que c'est à partir du moment où le patient est moins en moins observant, donc observant, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, c'est la capacité à bien suivre son traitement et de suivre, je dirais, les recommandations du corps médical. Donc d'essayer de voir jusqu'au domicile comment la technologie aujourd'hui, soutenu par, l'humain soutenu par la technologie. J'aime mieux cette perspective parce que après on est un peu dans la science-fiction du Big Brother en santé, et souvent il y a un peu de tension avec les personnels de santé. Comment tout ça se met en route
Et donc, je vous propose, du coup, d'une part, de nous expliquer ce que vous faites au quotidien, et puis après, de nous immerger, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans le projet qui concerne la réhabilitation. Je vous cède la parole, et puis j'essaierai de vous couper un petit peu pour relancer un peu le débat. Voilà. Et puis, désolé pour ce petit couac de séance. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus m'écouter. Donc merci à tous d'être venus m'écouter. Je suis un peu surpris, j'avais préparé mes 5 minutes d'intervention, parce que vous savez comment on prépare, on nous dit vous avez 5 minutes, et puis là je vais essayer de faire un petit peu plus long pour vous intéresser. Donc mon nom est Christophe Nicole, je suis directeur d'un laboratoire qui s'appelle Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuée. Alors pour vous donner quelques éléments sur ce laboratoire, c'est 70 personnes. On a un axe de recherche qui est sur le mouvement cognitif, c'est-à-dire la modélisation numérique du mouvement cognitif. Alors, qu'est-ce que c'est par rapport à l'intelligence artificielle ? On parle souvent en intelligence artificielle d'un algorithme, on parle de machine learning, de deep learning, etc. Il faut savoir qu'un mouvement cognitif, comme celui que vous êtes tous en train de réaliser, il est composé d'un ensemble de raisonnements. Et encore, là, vous n'êtes pas en train de travailler ensemble, vous êtes tout seul, mais quand on travaille ensemble, quand on est dans une situation où on est un médecin avec des infirmières, un corps médical, avec des aidants, avec sa famille autour de soi, et qu'on est un malade et qu'on nous dit faut faire tel exercice, etc. Là, en fait, il y a une grosse difficulté pour arriver à coordonner tout le monde. Et on appelle ça l'interopérabilité, la capacité à des gens de se réunir ou des systèmes de se réunir pour atteindre un objectif commun. Là où on a des soucis dans le domaine de l'interopérabilité, c'est qu'on a 2 types d'hétérogénéité qui sont vraiment importantes aujourd'hui, qui sont l'hétérogénéité sémantique, c'est-à-dire la capacité de chacun de raconter plein de choses, mais en ayant des sens différents sur des mots identiques. Et ça, c'est parfois compliqué pour qu'on puisse se comprendre. Et on a cette idée lorsqu'on travaille en collaboration avec des humains, on l'a aussi lorsqu'on travaille en collaboration avec des machines. Alors, nous, on ne prône absolument pas des intelligences artificielles qui se substituent à l'humain, mais des intelligences artificielles qui, par exemple, dans le cadre de diagnostic, vont faire des diagnostics différentiels. C'est-à-dire qu'ils vont être en capacité d'être une chambre d'écho au raisonnement du médecin, comme on a pu le développer l'année dernière avec le projet ISLIT dans le diagnostic différentiel en ophtalmologie. Notre travail, c'est de rendre des intelligences artificielles explicables à l'humain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'explicabilité ? C'est compliqué pour une intelligence artificielle qui ne ressent pas forcément la difficulté de comprendre, comme peut l'avoir l'humain. On a aussi à mettre en place des systèmes dans le domaine de la réadaptation thérapeutique où vous avez le mouvement cognitif humain qui est détérioré et qui malheureusement en fait ne peut plus coordonner le mouvement musculaire. Alors c'est assez difficile de pouvoir mesurer l'écart qu'il y a entre une déficience cognitive et une déficience musculaire. Si c'est quelqu'un qui a eu un accident, est-ce qu'il ne peut plus bouger le bras parce que son cerveau ne peut plus, parce que le cerveau il est plastique, et donc quand on n'utilise pas ses membres, au bout d'un moment il nettoie un peu la chambre et puis il enlève les neurones qui s'en occupent et il perd l'usage en fait de la commande intellectuelle sur le mouvement musculaire. Inversement, on peut avoir la même chose lorsque on a été immobilisé et que le muscle est un peu fondu. On est moins fort, surtout quand on marche, par exemple, on peut perdre l'équilibre, etc. Donc, évaluer tout ça, aujourd'hui, d'un point de vue médical, c'est très compliqué parce que souvent, on interroge le patient. Le patient a une connaissance implicite, il sait ce qu'il ressent, mais il n'a pas forcément une terminologie pour pouvoir l'expliciter. Et ça, c'est compliqué. Pour que vous compreniez bien, je prends souvent l'exemple avec mes étudiants, c'est les Esquimaux ont 150 mots pour décrire l'état de la neige. Voilà. Vous essayez d'avoir au moins 10 mots pour décrire l'état de la neige. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que le rapport à la neige pour les Esquimaux, c'est leur métier, c'est leur domaine, c'est leur environnement. Il est bien plus important pour eux que pour nous. Alors, un médecin, lui, il va savoir diagnostiquer en utilisant une terminologie parfois compliquée, qui est difficile à comprendre à la fois pour les aidants et aussi pour le patient. Donc il faut faire un système qui soit suffisamment intelligent pour observer tout le monde, pour construire un pont de sémantique, d'homogénéisation du discours entre tous,
pour qu'après chacun puisse se comprendre et surtout que la machine puisse comprendre la situation du patient pour pouvoir aider le médecin à poser le bon diagnostic et éventuellement, dans le cadre d'une rééducation personnalisée, adapter la rééducation aux efforts et au succès du patient. Voilà, pour une première approche. Alors, parlez-nous plus particulièrement peut-être du projet Oui. qui engage plusieurs partenaires, je crois, sur le CHU, et Oui. dont Alors, vous êtes c'est acteur le projet majeur. Réadaptique, c'est le projet Réadaptique, qui est un projet emblématique du technopôle santé développé par la métropole de Dijon, qui s'appelle Santé Neuve, et donc dont la signature était hier, donc c'était bien. Tout récent. C'est tout récent, c'était hier, vous voyez. Réadaptique aujourd'hui, ça va être un bâtiment, un énorme bâtiment, et puis un aménagement d'un autre bâtiment au sein du CHU. Et c'est là où on va mener ce qu'on appelle une recherche translationnelle, c'est-à-dire une recherche qui est à la fois fondamentale et scientifique, mais qui va jusqu'aux essais cliniques et à la mise en place d'actions spécifiques. Ce bâtiment a une spécificité particulière, c'est que c'est un bâtiment intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il va collecter toutes les données et les gérer, les interfacer, etc., avec tous les acteurs pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir mieux comprendre les données et surtout de capitaliser sur les actions différentes des aidants, des patients et du corps médical et trouver après, construire par apprentissage, par raisonnement, une adaptation à l'apprentissage en fonction des réactions du patient. Donc ça veut dire que c'est des chambres hospitalières, oui, et des espaces de travail, on va dire, de réadaptation, voilà, qui sont équipés donc d'un certain nombre de capteurs et d'intelligence artificielle qui vont permettre aux chercheurs, aux cliniciens et aux soignants du quotidien d'appréhender en fait les facteurs de progression. Quels sont du coup l'arsenal, on va dire, technologique qui est derrière tout ça. Parce que intelligence, ça veut tout dire et rien dire, parce que en fait, c'est utilisé aujourd'hui un peu à droite et à gauche. En informatique, l'intelligence n'existe pas. Tout est smart aujourd'hui. Oui, on dit ça aussi, oui. En fait, ça s'inscrit dans un projet global de la métropole qui est la Smart City. On sait que la métropole de Dijon porte un projet H2020 sur l'exploitation énergétique, rendre la ville intelligente, sur la mobilité, etc. Et sur l'aspect santé, c'est toute la prise en charge du patient en post-opératoire jusqu'à son retour chez lui. Et c'est aussi l'architecture technique, vous connaissez, c'est une architecture 3/3 edge, au plus près du patient, c'est-à-dire monitorer avec des capteurs son activité, etc. Au niveau FOG, c'est-à-dire au niveau des chambres ou au niveau des espaces pour limiter, anonymiser plus exactement en fait, les activités et se concentrer uniquement sur la donnée thérapeutique et non plus sur la donnée du patient, sur le patient. Et puis à un niveau cloud où d'une manière générale, on va agréger et des données qui sont menées des expériences menées au sein de l'hôpital, mais aussi la prise en charge et peut-être l'appareillement chez le patient d'un environnement de rééducation où le médecin va gérer à la fois les personnes dans l'hôpital, mais aussi hors les murs, chez eux, grâce à cet environnement numérique. Et on l'a vu aujourd'hui, malheureusement, avec la Covid, on est de plus en plus mené à rester chez soi pour travailler à distance ou des choses comme ça, etc. Donc cet usage s'est démocratisé et pour pouvoir surveiller à distance les patients, on va être en capacité, dans leur rééducation, leur phase de rééducation, de piloter en fait leurs efforts à l'aide de ces capteurs et de pouvoir les gérer comme les patients des hôpitaux. Donc les capteurs, ils sont dans l'environnement, mais ils sont aussi, j'imagine, sur les appareils de rééducation, parce qu'il y a nombre d'appareils qui composent un espace de rééducation en fonction de l'atteinte. Alors, ils vont aller encore plus loin, on va aller même jusqu'aux vêtements intelligents. C'est-à-dire des capteurs, mais aussi des actionneurs dans les vêtements. Pourquoi ? Parce qu'au sein de Réadaptique, c'est un grand cadre réadaptique, lié à la réadaptation dans plein de domaines. On a hier aussi vu la signature à Dijon du groupement d'intérêt scientifique Starter, qui est porté aussi par la société BioSerenity,
qui est donc une ETI, voilà, qui développe des vêtements intelligents. Et l'idée, par exemple, c'est de pouvoir équiper une personne en vêtements qui n'est pas capable de bouger dans son lit, et de vérifier, lorsqu'on va exciter les muscles à l'aide de ces vêtements par des vibrations, des choses comme ça, etc., la contraction, tout ça, vérifier quelles sont les zones du cerveau qui réagissent, pour pouvoir entretenir en fait la correspondance entre le mouvement cognitif au niveau cérébral et le mouvement musculaire, même si la personne n'a pas les capacités de bouger ses muscles. Je m'aperçois qu'on n'a pas parlé obligatoirement de quels sont les types les pathologies, les personnes qui sont prises en charge, on va dire, puisque, pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas obligatoirement dans la santé, on distingue souvent les accidents de la vie, on va dire, type accident vasculaire cérébral, par exemple, pour que ça parle à tout le monde, malheureusement des handicaps de naissance, ou en tout cas qui sont là dès l'origine, malheureusement. En l'occurrence, Réadaptix, c'est quelle typologie de patients qui sont aujourd'hui pris en charge? Alors, c'est intéressant que vous souligniez ça, c'est qu'en fait, c'est tout patient qui est en phase de rééducation, quelle que soit l'origine en fait, de son traumatisme. Qui soit lié donc on a des gens qui ont fait des AVC, voilà. Typiquement. Beaucoup, et c'est principalement sur ce sujet-là, parce qu'on s'inquiète donc tous. des AVC ou un certain nombre de pathologies liées à la sphère neurologique, au sens large, et puis également des gens qui sont en rééducation quasiment. Voilà. Il y a un accident de voiture, on a perdu un membre, on doit être rééquipé, etc. On parlait de rééducation en réalité virtuelle. On a un projet, par exemple, où on a un robot humanoïde qui est en face du patient et qui a 2 caméras. Et en fait, il bouge les bras parce qu'il y a un exercice pour vérifier la coordination au niveau des bras. Et en fait, il se filme dans le vide et on peut mettre ça mettre le casque sur la tête d'un patient et il va se retrouver avec les bras du robot qui vont se bouger et on va monitorer son activité cérébrale. On va aussi mettre le patient en face du robot et on va demander au patient de refaire les mouvements du robot, toujours en monitorant son activité cérébrale, mais aussi en ayant un ensemble de caméras qui vont regarder si la manière dont le patient déplace les bras est correcte par rapport à ce que fait le robot. Et donc on aura une intelligence artificielle en plus de celle du robot qui aura la capacité de vérifier si les mouvements du patient sont adéquats aux mouvements du robot et donc adapter l'entraînement fourni par le robot pour que le patient puisse ne pas être face à un mouvement impossible à faire et continuer à garder son envie de progresser. Et donc, une question aux spécialistes de l'intelligence artificielle. Vous savez que, je crois qu'il y a d'ailleurs une conférence dans le SIDO sur intelligence artificielle et santé. Quelles sont les interfaces, en tout cas où se situe, du coup là c'est un exemple de la mobilisation de l'intelligence artificielle, grosso modo comme ça, quels sont les modules où l'intelligence artificielle va œuvrer, va venir soutenir l'activité des soignants et du patient, parce que au final là on est dans une espèce de dialogue intelligent, on pourrait dire, entre le patient et le soignant, en plus de l'utilisateur, enfin, qui est médié, on va dire, par un certain nombre de dispositifs, puisque ce qu'on cherche aussi, vous le savez sans doute si vous êtes dans la santé, c'est d'essayer de mobiliser le plus possible, enfin, en tout cas d'entraîner le plus possible le patient dans enfin, que le patient ne soit plus patient, mais devienne véritablement actif dans sa capacité de mobiliser un certain nombre d'outils et se mobiliser soi-même, puisque vous savez qu'un des succès de la thérapeutique, c'est quand les gens sont vraiment très engagés, en plus de suivre les traitements, sont engagés également psychologiquement dans la rééducation et dans un certain nombre de processus de réhabilitation. Alors, la question que vous avez posée, elle sous-tend 3 réponses différentes. Donc, ça va être compliqué. Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle ? En fait, chaque jour, je pense que c'est bon, je suis arrivé au bout. Et chaque jour, j'ai des nouvelles demandes qui repoussent un peu plus le besoin de concevoir des intelligences artificielles. Donc, la limite, elle n'est pas fixée par la technique, elle est fixée par l'imaginaire humain et le besoin métier. Voilà, déjà, c'est ça. Ensuite, en tout cas dans le domaine de la santé. Ensuite, dans le domaine de la santé, il faut comprendre qu'on a 2 univers, ce qu'on appelle les giga-environnements et, enfin les giga-technologies, les giga-environnements, comme par exemple la Smart City,
Je prends un exemple tout bête, la mobilité en voiture, elle est fixée par des règles humaines. C'est l'organisation humaine qui a décidé comment le code de la route serait fait. Et ça, c'est certains types d'intelligence artificielle qui vont y répondre. En médecine, on a des giga-environnements, comme la rééducation, des choses comme ça. Mais on a aussi ce qu'on appelle les nanotechnologies, les nano-environnements, quand on va devoir concevoir des protéines pour un ciblage thérapeutique spécifique au niveau de la conception de médicaments ou des choses comme ça. Donc là, on a des règles qui sont inconnues, implicites, peut-être biologiques, chimiques, mais en tout cas pas fixées par l'homme. Donc ce n'est pas en interrogeant les experts qu'on saura résoudre les problèmes, c'est en interrogeant la traduction numérique de ce monitoring biologique, c'est-à-dire regarder les chromosomes ou les modéliser avec du deep learning ou des choses comme ça, etc. Oui, donc déjà, c'est assez compliqué pour pouvoir dire quand est-ce qu'on va s'arrêter sur ça. Et puis, je voulais juste vous donner un exemple pour la motivation du patient, qui est au cœur aussi du projet réadaptique. Le bâtiment sera intelligent de manière à, dans la chambre du patient, recréer en fait l'état, enfin la situation mobilière de la maison dans laquelle il va retourner, pour que le patient puisse déjà s'habituer avec peut-être ses compétences malheureusement un peu diminuées de mobilité, etc., à anticiper les bons gestes qu'il faudra qu'il fasse quand il sera en autonomie dans son appartement. Donc on va reconstituer en fait l'environnement de son appartement, de sa maison, etc., pour qu'il puisse faire des exercices qui soient adaptés à la montée de l'escalier, à peut-être la descente du lit, parce que ça va être un lit spécifique, etc. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là aussi. C'est vraiment la rééducation, non pas pour retrouver une mobilité, mais pour retrouver une mobilité nécessaire dans l'environnement personnel pour qu'on soit autonome. Donc là, reconstituer dans la vie réelle, on ne parle pas de simulation, d'environnement virtuel, etc. Il y aura un mix, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, peut-être une dernière question pour laisser aussi la place à un certain nombre de questions. Le rapport entre l'environnement smart et la santé, les patients, etc., fait débat depuis un certain nombre d'années, en particulier chez les personnes âgées, puisque perte d'autonomie... il y a bien sûr un certain nombre de propositions technologiques ou industrielles qui se font jour. Comment vous encadrez, on va dire, le projet réadaptique sur ce volet, qui est un volet extrêmement... Parce que c'est la confiance qui est derrière, c'est la capacité de travailler sur le long terme avec les patients et les soignants. Comment vous encadrez, quels sont pas dire les garde-fous, mais en tout cas, quelles sont les précautions d'usage que vous prenez pour s'inscrire dans la durée? Alors, aujourd'hui, annoncer des faits ou des intentions, c'est parfois compliqué dans ce domaine. Il faut voir que dans l'autonomie des personnes âgées, il n'y a pas uniquement que l'environnement ou que la personne âgée qui compte. Il y a aussi, en fait, la compréhension de son activité. Voilà, parce qu'il y a des personnes âgées il va falloir profiler aussi le comportement. Je ne parle pas que pour les personnes âgées. Je me mets bien dans le cas de votre projet où il n'y aura pas que des personnes âgées. Non, il n'y aura pas que des personnes âgées. Voilà. Ce qu'il faut, D'une façon générale, comment est encadré, En fait, il y a un gros travail, justement, et c'est ça qui est important, c'est d'explicabilité, de profilage et d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver le bon niveau de discours pour en effet motiver la personne et que la personne comprenne l'intérêt. Et ça, avec les outils numériques, ça peut nous aider à mieux comprendre la manière dont la personne elle se déplace, la personne elle évolue, etc. Et ses attentes aussi. Ça va être aussi sur la capacité à former des aidants. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais la moitié des personnes en retraite sont aidants pour des personnes un peu plus vieilles. Et puis pour les personnes qui sont malades, qui retournent chez elles, le lien n'est pas rompu puisque le médecin maintenant sera à distance, bien plus présent et donc va pouvoir monitorer l'activité et adapter les exercices dynamiquement en accord avec la réussite de la personne âgée. Enfin, de la personne malade, je dis âgée encore. Voilà. Très bien. Alors, nos autres orateurs ne viendront pas, donc ça, je vous donne une information. Donc là, on peut ouvrir aux questions sur le sujet qui vous avez présenté. Au final, globalement, on allait parler de l'ensemble d'un corpus de technologies, donc les questions revenaient un petit peu sur les mêmes sujets, c'est-à-dire
la capacité à s'insérer correctement dans une séquence de soins, parce que c'est ça l'enjeu de ces technologies, parce qu'il faut qu'elles servent à quelque chose, et puis après, quels étaient aussi les impacts en termes d'organisation, d'usage, et puis de dimension éthique et économique, puisque quand on propose une nouvelle technologie, on propose aussi éventuellement un nouveau remboursement ou en tout cas une nouvelle prise en charge, ce qui n'est pas négligeable quand on est soi-même acteur de la conception et de la commercialisation d'une solution. Est-ce qu'il y a des questions liées donc à ce projet? N'hésitez pas. Je vais venir vers vous, comme ça sera plus simple. Et comme ça, tout le monde pourra écouter et entendre votre question. Je vais tenir le micro pour les questions. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Je trouve que c'est un projet hyper intéressant. Alors, je m'occupe de la recherche aussi en sciences humaines et sociales, et pour un laboratoire de recherche qui s'appelle Justech Lab. Et une question que je me posais, c'était quid des professionnels de santé? Alors, j'imagine que vous travaillez avec des professionnels de santé qui sont plutôt moteurs et investis sur ces sujets d'innovation. Où c'est compliqué de les entraîner avec vous. Enfin, j'en parle aussi d'expérience parce qu'on travaille aussi sur des projets de téléconsultation et on se rend bien compte qu'on a quand même des professionnels qu'il faut aller motiver et c'est pas toujours simple en fait autour de ces sujets. Alors, je vous remercie de votre question. Elle est tout à fait pertinente. Alors, moi, je suis dans un cadre idéal, c'est-à-dire que le projet est porté par le CHU et porté par des professionnels de santé qui sont des responsables de services, des choses comme ça, etc. Aujourd'hui, on a une quinzaine de services, ça va de la rhumatologie, la psychiatrie cardiaque, etc., qui veut travailler dans le projet Réadaptic parce que c'est un projet fédérateur où tout le monde a bien conscience que la médecine d'aujourd'hui doit être centrée sur le patient et pas centrée sur des dogmes. Voilà. Et pour pouvoir centrer la médecine sur le patient, c'est-à-dire comprendre le patient, trouver le bon traitement et vérifier que l'application de ce traitement répond réellement à leurs besoins et à leur capacité d'évolution, alors c'est vraiment primordial. Les professionnels de santé avec lesquels je travaille, c'est pas moi qui les motive, hein, c'est eux qui m'appellent tous les jours pour me dire bon alors c'en est où. Voilà, donc voilà, j'ai une chance phénoménale sur ça. Voilà. Mais au CHU de Dijon, ils sont hyper motivés. Pour poursuivre, vigilance, parce qu'en effet, mobiliser le ventre mou, on pourrait appeler ça comme ça, des professionnels de santé, c'est important. Et je pense que le fait que le projet est un déploiement au domicile peut constituer un atout pour pouvoir aller chercher le kiné, l'infirmière libérale qui va se mobiliser sur ce genre de dispositif. Et c'est vrai que c'est un vrai point de vigilance qu'il faut avoir parce que il y a tellement de propositions qui n'aboutissent pas, faute d'une mobilisation de l'ensemble des professionnels, et pas uniquement des geeks, puisque on sait bien que même dans la population générale, il y a des gens qui sont plus enclins, indépendamment de la question de l'âge, à utiliser des solutions numériques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées? Il y a peut-être un complément. Juste un petit complément pour dire, pour vous donner l'exemple, c'est moi j'ai tous les jours quasiment affaire à des nouveaux professionnels de santé de la région Bourgogne-Franche-Comté où je suis, qui disent moi je veux savoir comment l'IA pourrait m'aider parce que je voudrais pouvoir faire ça. Il y a vraiment une forte demande. Et je pense que tous les professionnels de santé aujourd'hui qui prennent un peu de recul, moi j'ai beaucoup de PUPH, c'est-à-dire de professeurs d'université, professeurs hospitaliers, ils savent ce que c'est que l'intelligence artificielle et ils ont besoin de capter ça. Le CHU a recruté, je crois que c'est la première fois en France, un médecin qui a aussi un master en intelligence artificielle et qui est super sympathique, qui s'appelle Davide Callegarine et qui là fait une thèse avec moi en IA et en génomique et qui dans le CHU aussi bouge pas mal les lignes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Alors que ça soit lié bien sûr au projet, profitons parce que vous êtes là en chair et en os, ou que ça soit lié aux deux autres solutions. Il y avait peut-être des interrogations, des questions sur les deux autres solutions. Alors je ne suis pas ni en charge du développement des solutions qui ne sont pas là, mais je connais un petit peu ces outils-là pour avoir déjà préparé la table ronde et aussi d'avoir lu un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des questions? On peut ouvrir le débat un peu plus largement sur l'intégration des technologies en santé. Il y a malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents dans le monde de la santé parce que faute de
prise en compte des usages, faute de connaissance de l'environnement réglementaire et des délais de prise en charge financière, enfin, en tout cas économique des solutions. Donc il y a plein de questions qui se posent, surtout si vous êtes porteur de solutions. Je crois qu'il y a donc BioSerenity que peut-être des gens dans la salle connaissent, qui est très impliqué dans le projet. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Alors avant tout, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Pour ceux qui veulent aller dans la santé, dans l'innovation, il y a énormément d'appels à financement au niveau national, au niveau européen, etc. C'est en ce moment les pays en région, donc n'hésitez pas. Si vous avez un projet IA et santé, faut y aller. Il y a des financements et moi qui suis vieillissant, je serais très content que les situations de santé, quand je serai un petit peu plus âgé et que ça ira moins bien, je touche du bois, bénéficient en fait de l'innovation et du mouvement que vous allez peut-être initier dans les prochains mois. Merci. Je surveille, non, personne. Peut-être une dernière du coup. Donc le projet se met en route. Il y a hier des communiqués de presse. Donc ceux qui veulent en savoir plus, je pense que sur Internet vont trouver pas mal d'informations. Oui. Si on veut en savoir encore plus, c'est-à-dire qu'on est une société, on est dans le domaine de la rééducation, on est en Auvergne-Rhône-Alpes ou ailleurs, voilà. On vous contacte directement. Oui, je crois que c'est le plus simple. Ou sinon, vous pouvez contacter donc le Technopôle Santé Neuve qui sera à Dijon vous aider à vous orienter vers les bons partenaires, les bonnes sociétés, puisqu'on a d'autres sociétés. On a Urgo, on a Oncodesign, Proteor, on a vraiment énormément de sociétés aussi. Donc des partenaires potentiels pour pouvoir, avec le laboratoire de recherche universitaire et le CHU, vous aider à avancer sur votre projet. Voilà, et moi je vais juste vous remercier déjà d'être venu. Heureusement que vous êtes venu. Et vous remercier aussi pour votre attention. On va finir du coup un petit peu en avance. Donc j'en profite du coup pour faire une micro-page de publicité nous concernant. Je vous avais parlé d'un hackathon santé qui aura lieu donc le 29-30 janvier à la faculté de médecine Lyon-Sud, donc sur le sud de l'agglomération, en collaboration donc avec les Hospices civils de Lyon, un certain nombre de partenaires du monde public-privé de la région. Si vous avez par exemple, que vous soyez une entreprise, un professionnel de santé, un chercheur, quelqu'un de la société civile qui n'est pas obligatoirement qui ne travaille pas dans la santé, vous êtes tout à fait les bienvenus à nous poser un projet, une idée, on va dire, pour pouvoir venir concourir et faire accélérer votre projet dans le cadre du hackathon Hacking Health Lyon. Donc on est assez visible sur les réseaux si vous souhaitez avancer. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer en tant que porteur et ou alors participant. Vous avez peut-être une techno que vous voulez challenger, un sujet que vous voulez challenger ou voir contribuer. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Voilà. Merci à vous. Désolé pour ces petits problèmes d'agenda. Voilà, on n'est pas parfait. Merci.